Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un dossier brûlant, un accord commercial qui a mis, tenez-vous bien, 25 ans à être négocié et qui pourrait bien faire exploser les tensions au sein de l'Union européenne. C'est vraiment l'histoire d'un combat entre des géants de l'industrie et la survie de toute une agriculture. Une histoire de voitures, de vaches et de grandes stratégies mondiales. Viande contre voiture, voilà. En 3 mots, tout est dit. C'est la formule choc qui résume parfaitement le deal. Le principe est simple, hein. L'Europe baisse ses barrières douanières pour laisser entrer massivement des produits agricoles et en échange, elle obtient un accès privilégié au marché sud-américain pour ses produits industriels, comme les voitures. Et ce marché sud-américain, c'est celui du Mercosur. Faut bien voir que ce n'est pas un petit partenaire. On parle du 4e plus grand bloc économique du monde, fondé en 91. C'est un géant agricole avec un marché de presque 300 millions de consommateurs, un poids lourd. Alors la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce que la Commission européenne s'acharne à vouloir signer cet accord alors que l'opposition est si forte? Eh bien pour comprendre, il faut voir plus loin que l'économie, il faut parler géopolitique. Regardez un peu cette chronologie. 1999, les négociations ont commencé il y a un quart de siècle. C'est l'un des plus vieux serpents de mer de l'Union européenne. Ça montre à quel point le dossier est compliqué. Mais alors, pourquoi ce coup d'accélérateur en 2024? Qu'est-ce qui a changé? Clairement, il y a une nouvelle urgence stratégique sur la table. Pour Bruxelles, cet accord, c'est bien plus que du commerce. C'est un pion essentiel sur l'échiquier mondial. Il y a la Chine, qui étend son influence partout en Amérique du Sud. Il y a la course aux matières premières critiques, comme le lithium, qui sont indispensables pour nos gâteries. Et puis il y a l'idée de renforcer les liens avec des démocraties qui nous ressemblent face à la montée des protectionnismes. Dans ce grand jeu, l'agriculture risque de n'être qu'une simple monnaie d'échange. Et puis il y a le nerf de la guerre, l'argent. 4 milliards d'euros. C'est ce que les entreprises européennes pourraient économiser chaque année en frais de douane. C'est tout simplement colossal. Pour l'industrie, l'opportunité est immense. Alors, qui sont les grands gagnants côté européen? Eh bien, d'abord, l'industrie automobile, la chimie, la pharmacie. Imaginez des taxes à l'importation qui peuvent monter jusqu'à 35% et qui, d'un coup, disparaissent. C'est le jackpot. Et, ironie de l'histoire, une partie de l'agriculture européenne y trouve aussi son compte, les vins, les spiritueux et nos fromages à appellation protégée qui vont pouvoir s'ouvrir à un marché gigantesque. Bon, voilà pour le côté pile. Maintenant, on retourne la pièce, et là, l'ambiance n'est plus du tout la même. Car si l'industrie sabre le champagne, le monde agricole, lui, est sur le pied de guerre. Pour les agriculteurs, ce n'est pas un accord, c'est une menace pure et simple. La question qui est au cœur de la colère des agriculteurs, elle est là. Est-ce qu'on peut vraiment parler de libre-échange quand les deux camps ne jouent pas avec les mêmes règles? C'est tout le débat sur ce qu'ils appellent la concurrence déloyale. Et pour comprendre ça, il suffit de regarder ce tableau. C'est frappant. D'un côté, on a l'Europe, avec ses normes ultra contraignantes. De l'autre, le Mercosur. Des pesticides interdits chez nous depuis des lustres sont utilisés là-bas. Les antibiotiques, comme activateurs de croissance, interdits en Europe, sont encore une pratique courante. Et la traçabilité, n'en parlons pas, c'est un gouffre. Pour les agriculteurs européens, c'est impossible de lutter à armes égales. La concurrence est totalement faussée. Cette phrase de Céline Imart, qui est elle-même agricultrice, elle résume tout. Au-delà des chiffres, il y a un sentiment très profond d'injustice. L'impression d'être les sacrifiés de la mondialisation et de voir son modèle de production, plus respectueux, complètement méprisé. Alors concrètement, la menace, c'est quoi? C'est ça, des centaines de milliers de tonnes de bœuf, de volailles, de sucre qui débarqueraient en Europe à des prix défiant toute concurrence. Le secteur du bœuf, notamment, a très peur de voir le marché des pièces nobles, celles qui font sa valeur ajoutée, complètement inondé. Et puis, il y a la question environnementale. Un rapport d'experts commandé par la France a été très clair. Cet accord risque d'accélérer directement la déforestation en Amazonie. Face à cette situation, la France avait une exigence, une fameuse ligne rouge, les clauses miroirs. L'idée était simple, on impose aux produits qui entrent en Europe de respecter les mêmes normes de production que les nôtres. Logique, non? Sauf que, le problème, c'est qu'un porte-parole de la Commission européenne l'a confirmé noir sur blanc. Ces clauses ne sont pas dans l'accord, c'est un échec cuisant pour la position française. Et tout ça nous amène à la situation d'aujourd'hui, qui est une véritable épreuve de force politique. D'un côté, on a la Commission européenne qui pousse pour finaliser l'accord, et de l'autre, un mur d'opposition qui se dresse, avec la France en première ligne. C'est un vrai bras de fer. D'un côté, il y a la France, où le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout le monde est massivement contre l'accord tel qu'il est écrit. De l'autre, on a la Commission qui estime que les enjeux stratégiques sont trop grands pour qu'un seul pays puisse tout bloquer.
Alors, comment la Commission pense-t-elle s'en sortir? Avec une astuce juridique assez controversée, la scission. L'idée, c'est de couper l'accord en deux. Comme ça, le volet commercial, qui est le plus sensible, pourrait être adopté à la majorité qualifiée des pays et non plus à l'unanimité. En clair, ça permettrait de contourner le veto de la France. C'est une façon de forcer le passage que les opposants qualifient de manœuvre antidémocratique. Au final, tout ce dossier nous met face à une question absolument fondamentale. Est-ce qu'il faut accepter de sacrifier une partie de notre agriculture et de nos standards au nom d'impératifs géopolitiques plus larges, ou est-ce qu'il faut au contraire défendre notre modèle, quitte à être taxé de protectionnisme? La réponse qu'on donnera définira bien plus que le contenu de nos assiettes.